On dit souvent que les militaires ne sont pas propriétaires de leur corps, maîtres de leur corps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, on les expose à un risque de mort quotidien. On les soumet à des obligations vaccinales qui sont beaucoup plus importantes que la population générale, parce que vous intervenez à l'étranger, vous intervenez sur d'autres terrains conflictuels, et par conséquent, on vous inflige des vaccinations pour lesquelles la plupart des Français ne sont pas soumis. Qu'est-ce qui fait que finalement, sur la Covid-19, il y a quand même un questionnement, là où de nombreux militaires, finalement, subissent les injections de manière assez quotidienne en fonction des terrains d'intervention, sans aucun questionnement. La défense de vos libertés fondamentales. Bonjour à tous, alors ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'interview, c'est l'occasion de revenir ici. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Franck, président de l'association Militaires Libres, puisque lors de mon intervention au Sénat, vous avez pu également écouter la biologiste Tiffaine Pinsol qui avait parlé justement du maintien de l'obligation vaccinale contre la Covid-19 à l'encontre des gendarmes et des militaires. Il me paraissait donc, ayant défendu les militaires et les gendarmes, important de revenir sur leur combat, sur la situation qui est la leur aujourd'hui, et quoi de mieux que de donner la parole, effectivement, à des militaires et des gendarmes qui se sont battus pour la liberté vaccinale au sein des forces armées. Merci d'accueillir Franck, président de l'association Militaires Libres. Bonjour Franck. Bonjour maître, merci pour l'invitation. Merci de l'acceptation. Alors, on a un petit peu débriefé en amont pour rendre cette interview plus fluide. Vous connaissez déjà un petit peu les questions que je vais évoquer avec vous. Je pense que la première, donc c'est la plus importante, c'est de vous présenter parce que, comme je le disais, on dit souvent que les militaires, c'est la grande muette. Eh bien, ici, on voit qu'il y a des exceptions puisqu'il y a une association Militaires Libres qui a été constituée en novembre 2021. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'objet de cette association, comment elle est arrivée, puis finalement, quelle est sa mission, la mission que vous vous êtes confiée? Oui, tout à fait, c'est une très bonne question. Militaires Libres est une association loi 1901 qui est également encadrée par le Code de la Défense. C'est une APNM, donc c'est un terme générique, ça veut dire Association professionnelle nationale de militaires. Donc nous ne sommes pas la seule, il y en a d'autres. Ça a été permis par les directives de l'Union européenne depuis quelques années déjà, afin de permettre l'association des militaires et de pouvoir défendre leurs droits, donc de défendre nos droits. Donc, effectivement, comme vous le savez, il n'y a pas de syndicat au sein des armées. Donc, il existe en interne on appelle ça la concertation, ce qui permet déjà de régler certains problèmes. Mais du coup, voilà, l'association professionnelle permet d'avoir une grande liberté de parole, une grande liberté d'action, et c'est aussi pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors, cette association est tout récente, puisqu'elle a été créée en novembre 2021. Oui, à l'occasion finalement de l'instauration de l'obligation vaccinale au sein des armées. C'est ça qui a été la motivation finalement de la création de cette association, ou il y avait déjà cette envie auparavant? Alors, ça a été le déclencheur. Ça a été le déclencheur, sachant que au sein des armées et de la gendarmerie, on constate depuis de nombreuses années une méconnaissance profonde des droits des militaires. C'est-à-dire que les militaires n'ont pas seulement des devoirs et des obligations, ils ont également des droits. Et ça, on l'oublie. Moi-même, y compris. Au départ, effectivement, dans la formation, on nous le rappelle bien, on nous le rabâche bien. Vos droits et vos devoirs, ce qui est très bien. Ceci étant, on a des droits, ils sont inscrits au Code de la Défense, et nous, ce qu'on a constaté, c'est une méconnaissance de ces droits. Que ce soit de la part du militaire, mais aussi de ses supérieurs. Ce qui fait qu'on en arrive à des situations problématiques, voire même ubuesques. Donc nous, effectivement, la création de cette association a été motivée par... ça a été l'élément déclencheur de la vaccination. D'accord. Quel est l'objet social de cette association? C'est quoi l'objet qui est compris dans les statuts de l'association?
Alors, l'objet, c'est de défendre les droits des militaires. C'est vraiment ça. Donc l'idée, c'est de se C'est faire donc pas connaître propre à la pour aider les... Covid-19. C'est ça que je veux dire. C'est pas Pardon? propre à l'obligation. C'est pas propre à Non, l'obligation vaccinale contre la Covid-19. C'est, je veux dire, non, non, l'objet est non. beaucoup plus large. Il a vocation à durer et à perdurer, même Tout après à cette fait. situation. Tout D'accord. à fait, tout à fait. Vraiment, c'est les droits fondés sur les droits des militaires, afin que les militaires puissent apprendre à les connaître, à les exercer et en faire usage. L'élément déclencheur a été ce qui s'est passé à la vaccination, avec l'obligation, pardon, de la vaccination contre la Covid-19, donc on en reviendra dessus après. Mais effectivement, ça a été l'élément déclencheur. Mais il y a déjà un contexte qui est là. D'accord. Vous êtes combien aujourd'hui dans cette association? Alors aujourd'hui, on doit être une cinquantaine d'adhérents après 2 ans d'existence, ce qui est plutôt pas mal. Alors comme ça n'a pas l'air beaucoup, mais si on regarde avec d'autres associations professionnelles qui existent depuis plusieurs années, on est plutôt très bien. Certains sont à 50, 60, 70 adhérents. C'est pas énorme, hein. Il y a un problème de connaissance en fait de ces structures-là. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que les militaires finalement n'ont pas connaissance de l'existence de cette association? Alors, de ces associations-là, les APNM de manière générale, il y en a une ou deux qui sont très connues, mais dont l'objet vraiment principal est de défendre et d'essayer de limiter pour les droits des militaires. Les gendarmes, les militaires de manière générale ne connaissent pas l'existence de ces structures-là. C'est très difficile de communiquer également. On est très limité, c'est compliqué. J'imagine bien. D'accord. Alors, ma deuxième question est la suivante, c'est, alors que les militaires sont plutôt finalement dans l'obéissance, pour ne pas dire l'obéissance aveugle parfois, qu'est-ce qui conduit des militaires et des gendarmes à contester une obligation vaccinale décidée par le ministère des Armées lui-même? Quelle est la démarche? Parce qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose de commun. C'est une excellente question. Alors, nous, on est arrivé après l'obligation vaccinale, donc c'est encore autre chose. Nous, l'objet de notre association était de défendre les droits, puisqu'on a constaté qu'il y avait vraiment des abus en interne. Ceci étant, si je remonte un petit peu, donc pourquoi il y a eu une contestation à ce sujet-là? Je pense que les raisons sont multiples et ça dépend de chacun. Mais il y a sans doute, pour certains, il y avait une sensation d'injustice par rapport à peut-être à la police nationale, par exemple, qui n'est pas du tout soumise aux mêmes obligations. Ou certains avaient peut-être conscience également qu'il y avait un manque de recul ou que ça allait trop vite par rapport aux études ou à la fabrication de ce vaccin. Il y a peut-être certains ont eu l'impression d'être aussi un peu comme des cobayes. C'est aussi pas impossible, on en parlait juste avant, hein, mais certains m'en ont parlé. Et ouais, je pense que c'est essentiellement ça, hein. Peut-être des ordres aussi qui ne correspondaient pas au réel. Parce que effectivement, on a eu accès à des données. Les gendarmes et les militaires, dans l'ensemble, sont des personnels qui sont surveillés médicalement. Il faut qu'on soit opérationnel physiquement. Et donc, on a des personnels qui sont en bonne santé. D'accord. 2020, oui. 2020, on a des données du service de santé des armées qui montrent que suite à la Covid-19, il va y avoir 2 décès dans les militaires, dont un réserviste et l'autre personnel, il me semble, avait des problèmes de santé. Donc il y a aussi un questionnement à quelle est l'utilité et la balance bénéfice-risque aussi de cette vaccination pour les militaires qui sont une population en bonne santé. Et déjà c'est toujours ça, hein. C'est vrai qu'on a vacciné une population en bonne santé pour lutter contre une maladie qui n'était dans 99,99% des cas pas mortelle pour eux. Voilà. Exactement. C'est ça la problématique, à mon sens, hein, qui existe. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, on dit souvent que les militaires ne sont pas propriétaires de leur corps, maîtres de leur corps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, on les expose à un risque de mort quotidien. On les soumet à des obligations vaccinales qui sont beaucoup plus importantes que la population générale, parce que vous intervenez à l'étranger, vous intervenez sur d'autres terrains conflictuels, et par conséquent, on vous inflige des vaccinations pour lesquelles la plupart des Français ne sont pas soumis. Qu'est-ce qui fait
que finalement, sur la Covid-19, il y a quand même un questionnement, là où de nombreux militaires, finalement, subissent les injections de manière assez quotidienne en fonction des terrains d'intervention, sans aucun questionnement. Je pense que vous l'avez évoqué juste avant. Hein. Il y a, ce que j'ai dit aussi également sur les données de 2020, que beaucoup de militaires avaient connaissance. Il y a aussi un retour du réel, c'est-à-dire qu'autour de soi, on ne voit peut-être pas des gens qui décèdent dans la rue, donc qui tombent dans la rue. Donc, il y a un questionnement par rapport à ça, je pense aussi. La balance bénéfice-risque, on en a parlé juste avant. Après, peut-être qu'il y a un esprit plus critique avec ce qui s'est passé. Je ne sais pas du tout. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse à ça. Moi, je pense qu'un début de réponse. Hein. Après, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, ceux qui nous regardent. Je pense qu'il y a une distinction qui est faite entre les vaccinations traditionnelles et la vaccination expérimentale de la Covid-19, puisque, on le rappelle, hein, c'était effectivement une mise sur le marché conditionnelle, justifiée par l'urgence, avec une batterie de tests et de vérifications qui est faite sur le terrain au jour le jour pour surveiller les potentiels effets secondaires. Donc, c'est la définition d'une expérimentation. C'est en cours de vaccination qu'on essaie de voir s'il y a effectivement ou non des effets secondaires. Et à mon sens, c'est un début de réponse, hein, je pense. C'est la distinction entre ces deux types de vaccinations, celles qui sont traditionnelles et donc qui ont été éprouvées et approuvées, et puis celles-ci qui étaient effectivement en cours de déploiement. Tout à fait. Alors, vous faites bien d'aborder la question. Je n'osais pas l'aborder. Mais effectivement, il y a des choses qui étaient connues, qui étaient inscrites sur le site de l'Union européenne, qui étaient très claires à ce sujet-là. Et donc, on a des militaires qui sont également informés, et qui voient ce genre d'informations et qui finalement se posent des questions. Ça entraîne après coup une recherche des textes, et c'est là où on arrive aussi à remettre en question ce qui se passe depuis des années. Parce que effectivement, il y a la partie vaccination obligatoire, vaccin, on va dire, classique. Ceci étant, on en reviendra peut-être après là-dessus, les textes réglementaires sont très clairs là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on est militaire qu'on est exempté de la recherche du consentement par le médecin. Ça, c'est inscrit dans les textes. Le médecin doit chercher le consentement du militaire. Donc effectivement, si le militaire refuse, il y a des conséquences derrière qui peuvent être disciplinaires et ou administratives. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas aller en outre-mer ou en OPEX, donc en opération extérieure. C'est clair, il y a des conséquences. Ceci étant, il a le droit de refuser. Ça, c'est important de le préciser, il me semble. Oui, c'est très important parce qu'effectivement, on l'oublie. Pour celui qui ne s'intéresse pas à ce sujet, on a le sentiment que le refus d'une obligation vaccinale est une faute et que finalement, la distinction entre l'injection forcée, on vous tient, on vous injecte le produit, et l'obligation vaccinale, elle n'est pas forcément très bien perçue dans l'esprit du public. Or, c'est bien deux choses complètement différentes. Une injection forcée, on vous tient, on vous injecte de force le produit. Ça a été essayé pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est la raison pour laquelle on a interdit ces injections. L'obligation vaccinale, il y a toujours, malgré l'obligation, la recherche du consentement avec le fait d'assumer les conséquences en cas de refus de cette vaccination. Mais en aucun cas, on ne tient et on n'injecte par la force ces produits. Donc, c'est important de le rappeler et vous faites très bien de le faire. Alors après, on peut, je veux dire, c'est comme dans le civil, on peut aussi tordre le bras de manière fictive, en exerçant des pressions morales, du harcèlement, en mettant en avant certains textes contre lesquels nous avons fait recours, qui permettent éventuellement d'extorquer un consentement. La violation du secret médical. Tout ça aussi permet d'amener le militaire éventuellement à faire le geste aussi d'accepter cette injection, qui n'est pas forcée physiquement, réellement, mais par toute en fait, c'est le caractère vicié du consentement. Hein. C'est le fait d'imposer par la force, pas forcément physique, mais la force au moins morale, une vaccination. Et ça, en effet, c'est à mon sens fautif, hein, parce que lorsque le consentement est extorqué, lorsque le consentement est vicié, il n'y a pas de consentement. Ça, c'est important de le rappeler. Justement, ça me permet de faire la transition sur la troisième question.
quelles étaient et quelles sont aujourd'hui encore les conséquences d'un refus de vaccination contre la Covid-19 par les militaires et les gendarmes? Excellente question. Alors, il y a une évolution, puisque récemment, fin août 2023, on a une nouvelle instruction ministérielle qui a allégé donc, cette obligation vaccinale contre la Covid-19 et qui permet aujourd'hui à tout militaire, et gendarme, donc, de pouvoir exercer ses fonctions, y compris en Outre-mer, et au contact avec le public, parce qu'il y avait cette notion également. Avant cette date, on était soumis à tout un processus qui est à peu près le même partout, hein. En particulier, je vais préciser celui en gendarmerie, qui était assez simple. Donc, on passait devant le médecin militaire. Le médecin militaire donc, délivrait un certificat médical qui, là aussi, il n'y avait pas d'unité, hein, c'était vraiment varié. Et suite à ça, donc, le personnel, le gendarme en l'occurrence, était écarté du contact avec le public. Donc, le gendarme qui est en brigade départementale, donc au contact quotidien du public, se retrouve mis dans un bureau du jour au lendemain. Suite à ça, ils vont se positionner sur le fait que le gendarme ne peut plus exercer ses fonctions de maintien habituelles. Et là, cette fois, ils vont appliquer les textes en disant, eh bien, écoute, on va vous muter d'office dans l'intérêt du service, dans une autre unité, dans un autre service, qui, lui, ne sera pas en contact avec le public. Et donc, ça veut dire dans des bureaux. Donc, Ça si je peut comprends vouloir bien, dire... les conséquences d'un refus de vaccination contre la Covid-19 pour les militaires et pour les gendarmes, c'est la Ouais. mutation d'office dans un service qui n'est pas au contact du public. C'est ça? Théoriquement, c'est ça, oui, tout à fait. D'accord. Dans les Ouais. faits, on le sait, hein, c'était des mutations d'office à 600 km de chez vous, on vous mettait au Ah oui. placard et effectivement, c'était Ouais. une situation de harcèlement. Si vous voulez en parler, c'est intéressant parce que je pense que le public, le grand public, n'est pas forcément informé de tout ça. Mhm. La pression était énorme pour certains, puisque j'ai connaissance de collègues qui ont perdu la garde de leurs enfants. On se retrouvait effectivement à l'autre bout de la région, voire même à l'autre bout de la France, en l'espace de 3 mois, 2 mois, 3 mois, en plein milieu d'année. Donc, il y a les enfants scolarisés, il y a le compagnon ou la compagne qui est aussi à son travail. Donc, comment on fait et comment on s'organise par rapport à ça? Ça a été très problématique. J'ai connaissance de couples, d'un côté gendarme, de l'autre côté infirmière, par exemple. L'infirmière donc, avait refusé également l'injection. Le gendarme se retrouve pris dans la même procédure. Donc, on se retrouve dans des situations des fois complexes et compliquées. Alors, je ne sais plus la question, excusez-moi. La question, c'était justement quelles étaient les pratiques de l'armée et de la gendarmerie Ouais. pour vous contraindre à la vaccination. Donc, on avait parlé de mise au placard, de harcèlement. Voilà, si vous avez des cas un peu à nous En exposer, fait, ça me paraît ouais. intéressant de le mettre en avant au grand public, qui sera, je pense, intéressé de dénoncer ces comportements qui sont inadmissibles, rappelons-le. Alors, la contrainte, elle s'est exprimée de manière en amont, c'est-à-dire qu'on prévenait, on prévenait les gendarmes et les militaires que, ben voilà, si vous risquez, enfin, si vous refusez, pardon, la vaccination, l'injection contre le Covid-19, pardon, vous risquez ça. La procédure sera la suivante, elle sera appliquée telle quelle. Et bon, déjà, il y a un petit problème là-dessus, c'est que normalement, les sanctions disciplinaires, par exemple, sont seulement conditionnelles, c'est pas obligatoire, et elles ne sont pas collectives, elles sont individuelles. Là, elles ont été généralisées à tout le monde. En tout cas, surtout en gendarmerie. Là, ça a été très particulier pour ça. C'est vraiment à part, hein. Donc, on savait à quelle sauce on allait être mangé. Donc, si on refusait l'injection à partir du 15 septembre 2021 et qu'on n'était pas à jour de nos 3 doses ou 2 doses, je ne sais plus à l'époque, parce qu'on s'y perd à force, on s'exposait à ce genre de choses derrière. On le savait. Écarté du contact avec le public, sanctions disciplinaires, en général, le tarif, c'était 10 jours d'arrêt. Et ensuite, derrière, la mutation d'office. Alors, j'ai donné 2, 3 exemples. Et il y a eu des choses aberrantes. Un collègue de brigade départementale qui a été muté dans une autre brigade départementale. Théoriquement, ça ne change rien. Il y a toujours un contact avec le public. Je connais, j'ai eu des collègues gendarmes mobiles, donc ceux qui font le maintien, qui effectuent le maintien de l'ordre de temps en temps,
était également muté de son escadron dans un autre escadron, mais dans les bureaux. Donc là, il y a vraiment une sanction. C'est vraiment très clair. Oui, oui, on voit bien que l'idée, c'est de leur faire payer le refus de vaccination. Ah, Vous ça a me été dit, confirmez hein, ça a qu'il été n'y dit avait pas clairement. de, vous me confirmez qu'il n'y avait pas de suspension de la rémunération en ce qui concerne les gendarmes et les militaires. Ouais, tout à fait. Là, en fait, notre statut militaire nous protégeait là-dessus. Il pouvait pas. En fait, les textes qui encadrent la pratique de la vaccination au sein des armées est très clair là-dessus, hein. Le refus de vaccination, c'est potentiellement une sanction disciplinaire. Deuxièmement, des conséquences administratives qui peuvent être liées à ça. Et là, c'est l'administration, donc les hiérarchies qui décident. Mais ça peut être très simple. Un refus de grippe, il y a plein de militaires et de gendarmes qui ont refusé la grippe, par exemple, n'ont jamais été sanctionnés disciplinairement et n'ont jamais été mutés. Juste, les textes aussi sont très clairs là-dessus. Le refus de grippe, c'est interdit d'outre-mer et d'OPEX. Point barre. Ça a été mon cas. J'avais refusé la grippe il y a quelques années, pour X ou Y raison, peu importe. J'ai d'autres collègues, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas été vaccinés contre la grippe. Ils n'ont pas été embêtés. Deux poids, deux mesures. Ouais, je comprends très bien. Vous avez donc, avec le collectif Gendarmes Libres, que moi j'ai rencontré en août 2021, les militaires et gendarmes ont contesté donc l'obligation vaccinale contre la Covid-19, d'abord dans sa version 5 août 2021 avec le premier recours qui a été déposé fin août 2021, puis ensuite en février 2022 où nous avons contesté donc la nouvelle instruction ministérielle qui était intervenue entre-temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui a justifié finalement de saisir un juge? Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, les militaires ne sont pas des procéduriers de la première heure. Qu'est-ce qui fait que finalement on se dit ok, il faut qu'on conteste devant un magistrat ces dispositions qui nous paraissent totalement injustes? C'est l'accumulation de tout ce qu'on vient de dire finalement. Les éléments sur la manière dont a été amenée l'injection obligatoire, donc en phase 3 expérimentale, avec tout un tas de données qui ne sont pas encore communiquées ni communicables et qui vont se faire au jour le jour. La méconnaissance des droits, la manière dont on a été harcelé, il y a eu des cas complètement hallucinants, hein, des pressions hiérarchiques incroyables sur le personnel, il y en a qui sont mis en arrêt maladie, etc. Les violations du secret médical, enfin, il y a eu des choses complètement dingues. Donc, nous, tout ça nous a poussé effectivement à vouloir faire quelque chose. Alors, moi, je ne suis pas dans le collectif Gendarmes Libres, mais j'ai eu connaissance de ce collectif et je m'en suis rapproché effectivement parce que j'ai voulu participer à leur démarche qui était tout à fait juste afin de faire usage de nos droits. Voilà, j'ai été sensibilisé à ça en fait. C'était très bien amené et moi j'y ai participé en mon nom propre, donc avant la création de la PNM, je suis dans un des recours effectivement. Et je pense que ce qu'a fait le collectif Gendarmes Libres, ce qui a initié ce collectif est vraiment fort. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce collectif-là. C'est important. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir. On en revient à la même chose de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Apprendre à connaître nos droits et à les exercer. On a aussi des droits, on a le droit de contester des choses. C'est pas interdit, c'est prévu même dans le code de la défense. On a le droit. Et même en tant que, j'ai envie de dire, citoyen, personne normale. En fait. Bien sûr, non, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et effectivement, moi, j'ai accompagné le collectif Gendarmes Libres dans leur démarche. Les derniers recours ont donné lieu à 2 décisions, 29 décembre 2022, 4 août 2023. L'intégralité donc, des mesures contestées durant la crise sanitaire ont été rejetées et validées par le Conseil d'État. On a fait un premier article le 29 décembre 2022. Il y en a un nouvel article sur ce sujet, notamment celui des militaires qui accompagne cette émission et que vous retrouverez en description, en lien dans la description de la vidéo de ce jour. Ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, pour le Conseil d'État, la fin justifie tous les moyens. Il n'est jamais nécessaire de démontrer l'utilité, la nécessité, la proportionnalité. Il suffit qu'une instance nationale scientifique ait pu reconnaître à un moment donné sa quelconque efficacité sans qu'on ait jamais besoin de se questionner sur
eh bien, finalement, le consensus scientifique ou les autres études qui pourraient contredire ou en tout cas revenir permettre de discuter de l'efficacité et de l'utilité de la vaccination. On a donc aujourd'hui un peu un pot de fer contre le pot de terre, c'est-à-dire que quels que soient les arguments de bon sens que vous pourriez opposer, et vous l'avez dit tout à l'heure quand on en discutait ensemble, c'était la formulation, c'est on ne peut pas s'en prévaloir. Ou pourquoi finalement l'obligation vaccinale est justifiée? Parce que on a des arguments en fait péremptoires où à aucun moment il n'y a une quelconque démonstration d'un début de raisonnement qui permettrait de convaincre au moins ceux qui ont initié ces recours de la parfaite légalité de ces mesures. Vous voyez, je vais même aller un peu plus loin. À un moment donné, on conteste une note de service du ministère des Armées et on dit justement que, en dévoilant le statut vaccinal du militaire, ce qui était nécessaire pour savoir qui était en conformité ou pas, eh bien, on viole finalement le secret médical. Et le Conseil d'État vous dit, non, non, il n'y a pas de violation du conseil médical parce que dans la note de service, il est rappelé qu'ils doivent respecter le secret médical. En d'autres termes, si c'est marqué, c'est que c'est forcément respecté. C'est quand même, à mon sens, quelque chose de totalement utopiste. Et d'ailleurs, le juge le sait très bien. C'est pas parce que vous avez une règle de droit qui protège vos droits que automatiquement cette règle est protégée. Sinon, à quoi servent les recours, à quoi servent les avocats et à quoi servent les magistrats? Donc, c'est pas parce que c'est marqué que c'est forcément respecté. Et là, ici, vous avez effectivement le Conseil d'État qui, en toute tranquillité, vous explique qu'en effet, bon, si c'est marqué, c'est que c'est protégé, et donc il n'y a pas vraiment de débat sur l'utilité, la nécessité et la proportionnalité de la vaccination. Donc c'est un peu dommage parce que c'est à mon sens des décisions de justice qui vont marquer un peu l'histoire parce qu'elles vont laisser une trace sur la position des magistrats sur les vaccinations obligatoires. C'est inquiétant parce que à l'avenir, si on instaure de nouvelles obligations vaccinales sur des critères aussi finalement imprécis que ceux qui ont donné lieu à la vaccination de la Covid-19, on aurait toute une série d'arguments juridiques qui permettraient d'appuyer ces nouvelles mesures, quand bien même une partie de la population, à ce moment-là, se rendrait bien compte qu'il y aurait un problème dans la mise en place de ces nouvelles vaccinations. Donc c'est inquiétant. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les recours qui ont été engagés n'ont pas prospéré, en tout cas sur le plan national. Alors j'en profite pour faire une aparté, parce qu'on en parlera peut-être lors d'une prochaine émission, mais il y a des recours devant la Cour européenne des droits de l'homme qui ont déjà lieu, et naturellement, on ne sait pas quelle sera la position de la Cour. Pour ceux que ça intéresse, nous avons déjà écrit un article juridique sur la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur la vaccination obligatoire. Elle s'est prononcée le 8 avril 2021 et dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle qu'il faut que les conséquences ne soient pas disproportionnées pour que l'obligation vaccinale contre la Covid-19 reste compatible avec le droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention. Un article juridique sur le sujet a été écrit sur mon site internet, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Si la curiosité vous pique, je vous invite à aller le voir parce que c'est la position aujourd'hui de la Cour européenne des droits de l'homme. Et cette position pourrait nous donner raison, notamment lorsque vous me parlez des conséquences fâcheuses que les militaires et les gendarmes ont rencontrées, à savoir une vaccination obligatoire qui les conduisait dans une situation de harcèlement, dans une situation de mise au placard, dans une situation de sanction déguisée, dans une situation où finalement leur consentement était soit vicié, soit extorqué, soit finalement ils étaient sanctionnés pour le refus de cette vaccination. Et ça, à mon sens, n'est pas digne d'une démocratie digne de ce nom. Aujourd'hui, on a donc encore en novembre 2023 un maintien de l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Vous avez évoqué tout à l'heure que cette obligation était allégée. Est-ce que vous pensez que ce maintien est toujours justifié? Alors, merci pour toutes ces précisions. Je pense que le temps nous donne raison. Déjà, dès le début, certaines données du service de santé des armées, donc via des diffusions en interne ou restreintes, montraient qu'il y avait un problème avec cette injection. Clairement. Avec le temps, donc on n'y avait plus accès, c'était plus compliqué. Mais la pharmacovigilance interne déjà signalait qu'il y avait des problèmes. Récemment, on a une intervention là, de Madame Pinsol, vous en avez parlé tout à l'heure au Sénat, donc le microbiologiste, qui a évoqué le cas des militaires et qui a donné des chiffres très précis
Donc je vais les rappeler ici parce que je pense que c'est intéressant. En à peine 2 ans, même si l'obligation vaccinale avait commencé un petit peu avant, hein, juillet 2021 pour certaines unités spécifiques, donc depuis janvier 2021. Donc en l'espace de 2 ans, 2 ans et demi, on a chez les militaires, donc en OPEX, 60 jeunes militaires, donc la moyenne d'âge de 27 ans quand même, qui ont été rapatriés et qui sont décédés, je dis bien, et qui sont décédés des effets secondaires dus à la vaccination contre la Covid-19. Le lien a été clairement effectué. Je pense que rien que ça nous donne raison sur le positionnement et le doute que nous avons pu avoir à ce sujet. Ça me semble important. En plus, on l'a évoqué en préalable avant l'enregistrement. Je ne sais plus, c'est en début d'année, hein, je ne sais plus la date exacte, vous allez pouvoir le rappeler après. Mais la vaccination aujourd'hui ne se justifie plus depuis plusieurs mois. Ça a été suspendu pour le personnel médical, soignant et dans son ensemble. Alors nous, on a entendu fin août 2023, on se demande pourquoi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je le rappelle pour ceux qui nous découvriraient ou qui n'auraient pas forcément connaissance de cet argumentaire, la Haute Autorité de la Santé a décidé le 20 février 2023 de rendre un premier avis dans lequel elle remettait en cause l'utilité de la vaccination contre la Covid-19. Le 30 mars 2023, elle rend un second avis dans lequel elle préconise la levée de l'obligation vaccinale contre la Covid-19, ce qui a conduit à la suspension de l'obligation vaccinale contre la Covid-19 par un décret du 14 mai 2023, et non à son abrogation, ce qui voudrait dire que l'obligation vaccinale pourrait toujours être réactivée si ce décret du 14 mai était abrogé. En ce qui concerne les militaires, rien. Effectivement, on a cette instruction ministérielle du mois d'avril 2022 qui maintient l'obligation vaccinale contre la Covid-19 et qui va être reprise en septembre 2023, comme vous l'avez indiqué. Vous aurez accès, hein, bien entendu, pour ceux qui nous écoutent, à ces différentes instructions que j'ai mis en accès libre sur l'article juridique qui accompagne cette émission de ce jour. Quoi qu'il en soit, si la vaccination obligatoire contre la Covid-19 n'est plus justifiée pour les soignants, la question se pose de sa justification pour les militaires. Et je le rappelle parce que je l'ai déjà dit également devant le Sénat, mais ce qui a justifié le maintien et la légalité de toutes ces mesures, c'est la réunion de ces trois conditions qui est l'utilité, la nécessité et la proportionnalité de toutes les restrictions de liberté qui sont intervenues. Conseil d'État constitutionnel ont toujours validé ces restrictions de liberté, justement en s'assurant que l'utilité, la nécessité et la proportionnalité des mesures étaient toujours justifiées. À partir du moment où la HAS rend un avis le 20 février 2023, en disant que l'utilité n'est plus justifiée, une de ces conditions disparaît, et dans ce cas-là, et là c'est la position même du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, dans ce cas-là, l'obligation vaccinale doit disparaître. Elle ne peut plus être maintenue. Elle n'est plus justifiée légalement parce qu'une de ces trois conditions a disparu. Si cela est vrai pour les soignants libéraux, salariés et agents publics, cela est nécessairement vrai également pour les militaires, qui depuis le 20 février 2023 au plus tard auraient dû voir cette obligation vaccinale levée. Le fait que cette obligation n'ait pas été levée est une démonstration qu'on est dans une situation parfaitement illégale et qui, à mon sens, devrait justifier une saisine rapide et immédiate du Conseil d'État pour obtenir sa totale et définitive abrogation. Est-ce que l'association Militaires Libres s'est engagée dans ce recours à ce jour? Alors nous, Association Militaires Libres, il faudrait qu'on en parle, mais avec 2 ans d'existence, a priori, ça a l'air compliqué pour s'engager dans des recours. Donc ça, il faudra peut-être qu'on en parle entre nous après. Je sais que le collectif Gendarmes Libres est engagé dans les recours jusqu'au niveau de l'Union européenne, il me semble. Ça, vous pourrez me le préciser. Mais nous, on demande surtout des comptes en interne. On a demandé l'abrogation de la vaccination obligatoire. On a demandé des données au service de santé des armées. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons très peu de réponses. Le service de santé des armées nous a aimablement répondu qu'ils allaient nous répondre. C'est sympathique.
et donc le cabinet du ministre de l'Intérieur, il me semble. Et ça nous a aimablement répondu qu'il n'y avait pas de problème non plus sur la manière dont s'était déroulée la vaccination au sein de la gendarmerie. Nous avions demandé la saisie de l'IGA, l'Inspection générale de l'administration, pour enquêter sur les conditions d'application de cette procédure. Mais nous, en tant qu'association professionnelle, on est un peu confronté à cette problématique de pouvoir ou pas ester en justice. Là, c'est un peu compliqué. Bien sûr, de toute façon, on aura l'occasion d'en discuter, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, l'association militaire libre aurait tous les arguments juridiques qui lui permettraient d'obtenir la levée de l'obligation vaccinale. Après, est-ce que le Conseil d'État lèverait cette obligation? Je ne sais pas, mais en tout cas, la Cour européenne des droits de l'homme ne pourrait pas valider celle-ci, puisque une des 3 conditions pour qu'une obligation vaccinale puisse être validée, c'est justement qu'elle soit justifiée. Et la Cour européenne des droits de l'homme opère un contrôle de la proportionnalité des mesures. À partir du moment où vous avez une autorité nationale, haute autorité de la santé, qui vous dit c'est plus justifié, bah pour moi, on est dans une situation qui est assez similaire à ce qui s'est passé à la fin de l'année 2020 sur la mise en bière immédiate. C'est pas si vous vous rappelez, mais pendant la période de mars 2020 jusqu'à décembre 2020, comme on n'était pas capable de tester les gens, on ne savait pas si les gens décédaient à cause du Covid, avec le Covid ou sans le Covid. Et par mesure de précaution, le gouvernement avait instauré par décret la mise en place d'une mise en bière immédiate. Ce qui signifie, vous décédez, votre corps est placé dans une bâche en plastique, cette bâche est placée dans un cercueil qui est ensuite fermé hermétiquement. Il n'y a pas de toilette mortuaire et il n'y a pas de présentation des corps aux familles de manière à ce qu'elles puissent effectuer leur droit au deuil. Cette pratique avait été invalidée par la HAS dès le mois de mars-avril 2020, disant, à partir du moment où les gens sont décédés, le risque de contamination est moindre et par conséquent, cette pratique de la mise en bière immédiate n'est pas justifiée. Le gouvernement ne l'a pas entendu comme ça et a maintenu cette obligation. En décembre 2020, grâce à de courageux requérants que j'ai eu la chance de représenter, cette décision a été annulée, ce qui a conduit en janvier 2021 à une levée de la mise en bière immédiate. Et donc concrètement, à la possibilité pour les familles de faire leur deuil. C'est ça surtout qui était intéressant pour elles. Pour moi, on est dans une situation qui est similaire. Je ne vois pas pourquoi le Conseil d'État dirait, la HAS vous dit au gouvernement de lever cette obligation, vous ne le faites pas et donc on annule. Pourquoi elle le ferait pour la mise en bière immédiate et pourquoi elle ne le ferait pas pour l'obligation vaccinale? Aujourd'hui, ça me paraîtrait être un renoncement à sa propre position, à sa propre jurisprudence, et ce serait une sorte de déshonneur parce que juridiquement, ça ne tiendrait pas. On ne peut pas dire tout et son contraire dans une même décision, et quoi qu'il en soit, une Cour européenne des droits de l'homme ne serait pas totalement insensible à cette argumentation qui, à mon sens, est implacable. Donc, aujourd'hui, la prochaine étape pour l'association militaire libre, c'est effectivement l'obtention de l'abrogation de l'obligation vaccinale qui est maintenue aujourd'hui par cette instruction ministérielle de septembre 2023, qui n'est plus justifiée, qui n'est plus nécessaire et qui n'est plus proportionnée. Nous, si on peut engager des procédures à ce niveau-là, ce sera avec plaisir. Bien sûr. J'aimerais revenir juste sur un petit détail, Maître, si vous permettez. Bien sûr, allez-y. Ça peut être important de préciser à ceux qui nous écoutent que l'obligation vaccinale pour les militaires, c'est effectué par une instruction ministérielle, vous l'avez dit tout à l'heure, et non pas par une loi. Une instruction ministérielle, donc c'est une obligation qui est décidée par le ministre. Et ce pouvoir qui lui est octroyé est créé par décret, et non par une loi. Il semble que c'est important. Après, on en tire les conséquences qu'on en veut, mais on pourrait dire qu'in fine, c'est le pouvoir politique et le gouvernement qui décident. Tout à fait. Au ministre des Armées de décider d'une vaccination obligatoire. Alors après, c'est la loi qui dit au ministre des Armées qu'il peut décider d'une vaccination obligatoire. Donc il y a quand même une délégation du pouvoir législatif au bénéfice du pouvoir réglementaire. Donc là-dessus, en tout cas, voilà, il y a une base juridique quand même qui prévoit que le ministre des Armées peut mettre en place des vaccinations obligatoires. C'est ça, et effectivement. Dans ce cadre, il y a des délégations de signature aussi, comme pour beaucoup de choses. Et donc nous, c'est le directeur du service de santé des armées qui a signé les différentes instructions ministérielles par délégation de signature, afin d'imposer cette obligation vaccinale. Et le Conseil d'État a validé à 2 reprises cette délégation de signature et de compétences au bénéfice effectivement du
le directeur des armées. Alors, j'ai plus son nom, c'était le de directeur central du service des centres de santé des armées. Ouais, effectivement, où il considère, dans un considérant assez lapidaire, que cette personne a effectivement compétence pour pouvoir signer les différentes mesures. Alors ça, c'est pas un argument qu'on pourrait développer devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'elle, ça n'intéresserait pas cette problématique-là. Elle, ce qu'elle va regarder, c'est est-ce que les droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme ont été méconnus. Et parmi ceux-là, il y a notamment le droit à la vie privée familiale, dans lequel c'est un droit un peu fourre-tout. On va y mettre finalement la liberté vaccinale, on va y mettre la protection du corps humain, la non-disponibilité du corps humain, la protection de l'intégrité du corps humain. Voilà, tout ça est regroupé en fait dans cet article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et c'est là-dessus finalement qu'on pourrait véritablement discuter de cette obligation vaccinale. Le mot de la fin, peut-être, est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez évoquer dans cette interview? Moi, je suis arrivé au bout de mes questions. On arrive effectivement à la partie finale. Bon, il y a tellement de choses. J'aimerais par exemple donner un petit exemple aussi qui peut être intéressant. Bien sûr. Une fois que l'obligation a été donc décidée et que nous avons tous été informés, ce qui est intéressant, c'est l'argument qui nous a été présenté en interne sur la note gendarmerie en l'occurrence. C'était pour justifier l'obligation vaccinale, c'était la notion d'exemplarité. C'est-à-dire qu'on devait être exemplaire par rapport au reste de la population. Et je ne vois pas en quoi c'est un argument pour justifier une obligation vaccinale. Ça n'a rien de médical, de sanitaire, quoi que ce soit. Non, non, c'est la notion d'exemplarité. Il faut montrer l'exemple. Ça, je trouve que ça pose vraiment question. Je pourrais aussi donner un petit exemple, autre chose, la notion de contact avec le public, qui n'a aucune référence ou base légale ou réglementaire, qu'elle soit réglementaire ou législative d'ailleurs, hein. Ça n'a pas été défini, c'était vraiment donc, une notion floue. Cette notion s'est progressivement définie puisque forcément nous avons fait la remarque, nous avons fait des demandes afin qu'ils puissent eux justifier cette notion de contact avec le public, qui n'est pas justifiable. Elle est injustifiée de leur part. Donc, elle est d'ailleurs plus injustifiée depuis qu'on a levé finalement l'obligation vaccinale indirecte que constituait le pass vaccinal et le pass sanitaire. Aujourd'hui, la population générale ne respecte aucune des mesures sanitaires qui avaient été mises en place à l'époque. Donc, ce qui veut bien signifier qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens de vous imposer une mise à l'écart du public. Dans le sens, voilà. C'est ça. Et nous, on a été imposés à ces choses-là jusqu'à là récemment, donc fin août 2023. Ceci étant, on sait très bien qu'à des endroits, ils étaient, on va dire, à part. Or, certains états-majors, le contact avec le public, ce que je veux dire, c'est que le contact avec le public, il était justifié par tout et n'importe quoi. Il y a la femme de ménage qui vient une fois dans la semaine, il y a un livreur qui vient 2-3 fois dans la semaine, donc toi, petit gendarme, toi, petit militaire dans ton bureau, tu es quand même soumis à l'obligation vaccinale puisque tu as un contact de temps en temps avec le public. Vous voyez ce que je veux dire? Ceci étant, il y a certains endroits, ils se sont exonérés de cette obligation vaccinale. Bien sûr. C'est toujours la même chose. Hein, donc, voilà. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure finalement cette interview extrêmement intéressante? En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à discuter de tout ce sujet avec vous et j'espère vraiment que cette obligation vaccinale sera non pas suspendue mais bien abrogée pour les militaires et les gendarmes qui aujourd'hui restent soumis à cette obligation dans les faits. Ouais, alors les conséquences ont été quand même considérables. On a des militaires et des gendarmes qui se retrouvent en situation assez compliquée. Il y a eu des départs à la retraite anticipés. Certains avaient juste 6 ans de contrat. On a eu des arrêts maladie, parce qu'avec les pressions exercées, les harcèlements, la discrimination au regard d'état de santé, certains étaient vraiment très mal. On a effectivement des gens qui ont été mutés à l'autre bout de la France. C'est très compliqué aussi à gérer. Et je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Alors, notre action... du mot de la fin, voilà, c'était pour conclure un petit peu tout ça sur les conséquences dommageables de cette obligation vaccinale. C'est des conséquences assez importantes. Il y a encore beaucoup de colère, je vois chez certains collègues
par rapport à la manière dont ils ont pu être traités par la hiérarchie, qui a fermé les yeux et qui n'a pas osé dire non, et surtout faire appliquer de manière aussi stricte cette procédure qui n'avait aucun sens, ou très peu en tout cas. Alors nous, en tant que militaire libre, juste un petit mot rapidement, effectivement notre action n'est pas simple, ceci étant, on a pu quand même les déranger, et avec tous les recours qu'on a pu engager donc individuellement, nos arguments, je pense, peuvent porter mouche. Donc on verra, il y a des recours qui arrivent à terme, on va peut-être avoir des décisions prochainement. Donc on essaiera de communiquer là-dessus et échanger aussi, voilà, c'est important, je pense. Alors, bien sûr, on va rester en contact dans tous les cas, puisque vous savez, je milite quand même assez activement sur l'abrogation, hein, pas la suspension de l'obligation vaccinale, mais bien son abrogation. J'ai eu la chance et le plaisir d'avoir été invité par le syndicat Liberté Santé à venir prendre la parole au Sénat le 7 novembre dernier pour justement faire une plaidoirie pour l'abrogation de l'obligation vaccinale. Je ne sais pas si ça servira à quelque chose. Je ne sais pas si on obtiendra un jour l'abrogation vaccinale, mais ce que je sais, c'est que si on ne fait rien, il est clair que le combat est déjà perdu et que cette obligation, finalement, donnera lieu à d'autres obligations, si bien qu'il ne sera peut-être plus possible en France de vivre sans être soumis à des injonctions, pour ne pas dire injections gouvernementales, qui pourraient s'amuser finalement à nous retirer des droits de citoyens pour des raisons qui seraient totalement farfelues, justifiées de près ou de très loin par des raisons sanitaires. Ça, c'est ma crainte en tant qu'avocat et en tant que citoyen. Ça pose beaucoup de questions de droit, effectivement, je suis bien d'accord, pour en avoir parlé avec pas mal d'avocats. Il y a beaucoup de questions à ce sujet-là. Et nous avons demandé l'abrogation. Donc au ministre et au service de santé des armées, nous avons demandé purement et simplement l'abrogation de cette obligation vaccinale nous concernant. Tout à fait. Bon, espérons que la raison revienne et qu'à un moment donné, effectivement, cette abrogation intervienne. À défaut, il sera peut-être nécessaire, effectivement, de saisir les juges compétents pour pouvoir mettre fin à cette obligation qui, je le rappelle, n'est plus justifiée aujourd'hui. C'est effectivement important d'avoir engagé les procédures. Il me semble que voilà, on a encore la possibilité de le faire. Il faut en user de ce droit. Tout à fait. On ne sait pas le résultat que ça va avoir derrière, mais si on ne le fait rien, on ne saura pas. Tout à fait. Donc, merci à vous. Écoutez, on arrive à la fin de cette interview. Merci du temps que vous avez consacré, que vous nous avez consacré aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. Naturellement, on vous tiendra informé donc de la suite de ces combats. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donc vous abonner, partager cette vidéo pour faire savoir quand même quel a été le traitement qui a été réservé aux militaires et aux gendarmes. Et puis, bien entendu, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner. On a une émission quotidienne toutes les semaines pour la découverte de vos libertés fondamentales d'une manière générale et pas uniquement sur la question de la crise sanitaire parce que, je pense, la crise sanitaire est un reflet de notre ignorance du droit. Si nous avions eu une connaissance de nos droits, jamais nous n'aurions accepté un seul centième des mesures restrictives de liberté qui nous ont été infligées. Et donc, aujourd'hui, nous avons une obligation, nous les avocats, de faire connaître ces droits au plus grand nombre. Donc, je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui s'abonnent et qui partagent régulièrement nos publications. Franck, vous êtes notre invité. Mot de la fin pour vous. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui ? En tant que président de l'association Militaire Libre, donc je vous remercie Maître pour l'invitation et pour le combat que vous avez pu mener afin de défendre les droits des militaires. Et j'invite les gens à en parler autour d'eux parce que c'est une problématique qui n'est pas très connue. Quand j'en parle autour de moi, les gens ne connaissent pas ou peu la situation des militaires ou découvrent qu'ils étaient également soumis à cette obligation. Donc voilà, n'hésitez pas à parler entre vous, je pense que c'est le plus important et intéressez-vous à vos droits. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie pour cette interview que vous nous avez consacrée. Merci à tous d'avoir été présents pendant cette émission. On revient très rapidement dans les prochains jours et naturellement, on vous tiendra informé de tous les combats qu'on a menés sur la question de l'obligation vaccinale. Allez, je vous remercie. Passez une bonne journée. À bientôt.